أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, on va faire un examen national 2024, session normale qui concerne simplement les PC. Ici, je vais commencer par la première partie, c'est la partie de la chimie. Exercice 1, oui, la partie de la chimie. Partie 1. L'acide ascorbique de formule brute C6H8O6 appelé vitamine C est un antioxydant présent dans de nombreux fruits et légumes. La vitamine C possède des propriétés oxydoréduction et acido-basique. Cette vitamine se dégrade à la chaleur à l'air. On se propose d'étudier dans cet exercice le suivi temporel de la dégradation de la vitamine C dans un jus d'orange, le dosage d'une solution aqueuse contenant de la vitamine C. Partie 1. Suivi temporel de la dégradation de la vitamine C dans un jus d'orange. On dispose d'une solution S de jus d'orange du volume V égale 200 ml. Toujours, si je lis l'introduction ou bien je passe par des données, je dois les noter directement au système international. Premièrement, on a le volume à quoi égale 0,2 litres. V égale 200 ml, ça veut dire fois 10 à la puissance moins 3 pour l'exprimer en litres. Donc 200 fois 10 à la puissance moins 3, ça fait 0,2 litres. À une température θ, si on expose ce jus à l'air, la vitamine C qu'il contient se dégrade par oxydation avec le dioxygène. Ensuite, par dosage, l'évolution temporelle de la dégradation de cette vitamine. Le graphe de la figure 1, ça c'est la figure 1, représente l'évolution temporelle de l'avancement X de la réaction d'oxydation de la vitamine C. La droite T dans la figure 1 représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale T1 égale 60 degrés. Ça c'est 60 degrés, le temps correspond à ce point. Ça c'est 60 heures. Pardon. 1. Répondre par vrai ou bien faux, sans justification aux affirmations suivantes. A. La concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique. Mais oui, 100%. Pourquoi les facteurs cinétiques sont quoi? La concentration et la température. Toujours. L'évolution d'un système chimique est toujours considérée comme terminée au bout d'une durée égale à 2 fois le temps de demi-réaction. Mais non. Pourquoi? Car pour arriver à l'achèvement d'une réaction, donc l'achèvement de la réaction, toujours on doit avoir comme ça, au bout d'une transformation, ça c'est le temps demi, pour achever la réaction, donc pour avoir l'achèvement de la réaction ou bien la fin de la réaction, son temps final presque égal 10 T1,5 pour nous, et souvent 10 fois T1,5. Dans d'autres études, dans d'autres pays, on a presque 9 T1,5 et on a d'autres qui ont 8 T1,5. Mais souvent, on travaille avec 10 T1,5. Alors, l'évolution d'un système chimique est toujours considérée comme terminée au bout d'une durée égale à 2 fois le temps de demi-réaction, mais non, totalement, c'est une affirmation fausse. C. Plus les chocs entre les espèces réactives sont nombreux et efficaces, plus la réaction chimique est rapide, mais oui, 100%, microscopiquement et macroscopiquement en même temps. Partie 2, ou bien, oui, question 2. Question 2. Déterminer graphiquement T1,5 le temps de demi-réaction, c'est très très facile. Le temps T1,5 correspond au temps correspond à la moitié de l'avancement maximal, ou bien T final, ça c'est X max. Ici on a X max. Je vais déterminer la moitié. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici ça fait 100%. J'ai quoi? 0,5 millimol. La moitié de 0,5 millimol c'est 0,25 millimol. 0,25 ça veut dire 0,1, 0,2. Je dois ajouter la moitié du carreau. Ça veut dire que 5 petits carreaux c'est ici. 0,25 millimol. Qui correspond quoi? 100% à ce point. Ce point correspond quoi? Combien j'ai de divisions? Ici, un seul carreau se constitue de 10 petites divisions, ou bien 10 petits carreaux. Chaque carreau représente quoi? On a 40 sur 10. 40 sur 10, il nous donne 4. Alors, chaque petit carreau, bien chaque petite division représente 4 heures. Donc, j'ai quoi ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc 6 fois 4, c'est 24. Alors, T1,5 correspond à 24 heures. Ici, on a l'heure. Question 3.
déterminer en unité millimole par litre par heure la vitesse volumique de la réaction au temps T1. Voilà, nous avons déjà la tangente ici. Alors, premièrement, l'expression de la vitesse volumique au temps T1 égale 1 sur le volume de la solution. Comment? Elle est déjà symbolisée ou bien notée comme ça, V majuscule, 1 sur V dérivé de X au temps T1 par rapport au temps. Voilà, application numérique. Donc, la vitesse au temps T1, ça veut dire temps T1 égale 60 heures. Je vais choisir, premièrement, j'ai la tangente. Je vais choisir ici, ça correspond à 60, comme ça. Je vais le refaire ici, comme ça, ça c'est la courbe. Donc, et ça c'est la tangente. Je vais prendre deux points, ce point et le point d'intersection avec l'axe des avancements. Ce point A et le point B. Je vais déterminer les coordonnées de chaque point, ça veut dire son avancement et son temps en heure. Et son avancement, je vais les garder en millimol car ils veulent simplement exprimer la vitesse volumique en millimol en même temps. Donc pour le point A ici correspond à ce point ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 et une petite division. Donc chaque carreau se constitue en même temps comme ici, comme celui-ci. Se constitue de 10 petites divisions. Donc 0,1 divisé par 10, ça fait 0,01. Alors ça fait 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 plus 0,01. Ça fait 0... ici, donc V1 égale 1 sur V, comme ça, premièrement. Je vais prendre XA moins XB sur TA moins TB. Voilà, XA moins XB sur TA, qui est T1 en même temps, égale à T1, moins TB qui est égal à 0 heure. Voilà. Alors, la vitesse au temps T1 égale 60 heures, équal 1 sur V qui est 0,2 fois XA, j'ai déjà XA 0,41. Pourquoi? J'ai 4 carreaux plus une petite division. Chaque petite division, c'est 0,1 sur 10, c'est 0,01. Donc 0,4 plus 0,01, c'est 0,41. Moins XB, le point d'intersection, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites divisions. Alors c'est 0,2 plus 6 petites divisions. Donc c'est 0,2 plus 6 fois 0,01, ça fait 0,06, 0,26. Le tout divisé, TA c'est 100%, 60 heures en heure en même temps, moins 0. Après calcul, on trouve à quoi égal? Égal 12,5 fois 10 à la puissance moins 3. Pourquoi j'ai gardé la valeur de X en millimol? Car ils veulent simplement l'exprimer en millimol en même temps. Il me reste simplement millimol par litre par heure. Ça c'est par heure divisé par l'heure et 0,1 en litre en même temps par litre par heure. Ça c'est la vitesse en T1. Partie 2. Dosage d'une solution aqueuse de la vitamine C. Un comprimé de vitamine C contient 250 mg. Donc un comprimé égale avec une masse égale 0,25 g. Ça veut dire 250 fois 10 à la puissance moins 3. D'acide ascorbique, ce comprimé a été laissé plusieurs jours à l'air libre. La vitamine C qu'il contient a réagi avec le dioxygène de l'air. On souhaite déterminer la masse d'acide ascorbique restant dans le comprimé à l'aide d'un titrage pH métrique. Donné. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés Celsius. Produit unique de l'eau KE 10 à la puissance moins 14. L'acide ascorbique 6H8 aussi c'est noté AH. Le couple acido-basique associé AH à moins. La masse molaire de AH égale 176 g par mol. On écrase le comprimé laissé à l'air libre et on le dissout dans l'eau. Ainsi on obtient une solution aqueuse SA d'acide ascorbique AH de concentration molaire CA et de volume VSA égale 50 millilitres. On prend le volume VA égale 15 ml de SA, auquel on ajoute progressivement un volume VB d'une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium, Na plus H au moins, de concentration CB égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Seule la réaction acido-basique entre l'acide ascorbique AH et l'hydroxyde de sodium sera prise en compte. Voilà, la courbe C1 de la figure 2 représente page 2.6, représente la variation de pH de mélange-réaction en fonction du VB. La courbe C2 représente la variation des D de pH sur D de VB en fonction de VB. Donc,
Dans ce cas, en dessous, une masse M égale 0,25 d'acide ascorbique qui est noté par AH dans l'eau, dans un volume égal, voilà, c'est 50, V égale VSA égale 50 fois 10 à la puissance moins 3 litres. Elle a déjà une concentration CA à déterminer. Voilà. Après, on va faire simplement le dosage. Ça veut dire que je vais utiliser la burette où je dois avoir ici la solution titrante et un bécher. Je verse dans le bécher un volume VA. Le volume VA égale 15 ml, ça veut dire qu'on a 15 ml. Je vais garder la même unité, mais millilitres de SA. Je verse le volume VB. Ici, j'ai quoi? H au moins. La solution titrante, c'est H au moins, NaH au moins. Avec une concentration CB égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ça y est. Et voilà, la concentration, c'est la même concentration qu'on a ici. On a fait simplement un petit prélèvement, ça veut dire qu'on va garder la même concentration. Je vais déterminer maintenant CA. Écrire l'équation modélisant la réaction qui a lieu lors du dosage. On a la première question. On a simplement l'acide ascorbique qui est noté par AH, une solution aqueuse, plus H au moins, une seule réaction car j'ai le titrage qui est rapide et total, qui me donne le conjugué de H qui est A- plus toujours H2O liquide. Ça, c'est la réaction. Quotient tout. Déterminer graphiquement le volume VBE versé à l'équivalence. Donc, on a deux méthodes pour déterminer VBE, soit par le premier courbe C1, la première courbe, ou bien le premier graphe C1 avec les tangentes, ou bien le deuxième graphe qui représente la variation de pH en fonction de VB. Je vais commencer par la deuxième courbe C2. Je dois faire dans ce cas la projection du sommet qui est directement ce point qui est quoi? Très facile. 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, ça fait 25. Donc VBE, le volume versé à l'équivalence, à quoi égal? Équal 25 millilitres. Ça veut dire 10 moins 3 litres ou bien 25 millilitres. Ça fait 25. C'est mieux de l'écrire en système international. Question 3. Déterminer la valeur de CA. Je vais utiliser simplement la relation d'équivalence. Question 3. Voilà. À l'équivalence. À l'équivalence, on a quoi ici? On a, voilà, CA fois VA égale CB, VBE versé. Donc, CA, VA égale CB, VBE. Alors, CA à quoi égale? CB fois VBE, le tout sur VA. Application numérique, CA égale CB égale 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois VBE qui est déjà calculé 25 fois 10 à la puissance moins 3, ça c'est 5. Le tout divisé par VA qui est quoi? 15. Oui, je peux l'écrire fois 10 à la puissance moins 3. Je peux l'écrire 110 moins 3, 110 moins 3 en millilitres en même temps. Donc 15 sur 15 c'est 1 fois 10 à la puissance moins 1, ça fait 25. 10 moins 3. Et enfin, CA égale 25 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. N'oublie pas les unités. Question 4. 4. Question 4. On déduire la masse M restante de vitamine C dans le comprimé laissé à l'air libre. On va déterminer maintenant à quoi égale M. 100% d'après le schéma, par le biais de schéma. La concentration CA égale 25 fois 10 moins 3. Alors cette concentration égale en même temps 25 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Déjà, j'ai le comprimé avec une masse et une masse molaire qui égale sa masse molaire qui est égale à 176 ou bien 176, c'est 176 en belge. Donc, ça c'est la quantité de matière. Déjà, on a la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire lorsqu'il est solide. En même temps, lorsqu'il est en solution, à quoi égale CA fois VSA. Ça c'est CA fois VSA, déjà noté. Alors, dans ce cas, la masse
à quoi égale, je peux déplacer au deuxième membre la masse molaire. Donc la masse molaire fois CA fois VSA. Et enfin, application numérique. La masse égale à masse molaire 176 ou bien 176 fois CA qui est 25 fois 10 à la puissance moins 3. Et enfin fois VSA qui est 50 fois 10 à la puissance moins 3 en système international. Après calcul, 220 fois 10 à la puissance moins 3 grammes. 5, 1. À partir de l'expression de la... Voilà, on déduire la masse. Oui, on a déterminé maintenant. À partir de l'expression de la constante d'acidité Ka du couple AH-A-, établir l'expression de son... Donc, à partir de l'expression, directement, de l'expression littérale de Ka. Établir l'expression de son pKa en fonction de pH et du mélange réactionnel et des concentrations molaires AH et A-, ça veut dire les concentrations à l'équilibre. Alors, déjà, on a Ka. De quel couple? AH, acide ascorbique, AH, A-. Toujours, si j'ai quoi? Ka, la constante d'acidité d'un élément ou bien d'un couple, à quoi égale? La concentration de la base qui est A- sur la concentration de son conjugué qui est l'acide, le tout fois la concentration de H3O+. Par exemple, si j'ai Ka, de quoi? CH3COH, CH3COO-. Ça fait acide éthanoïque, ion éthanoïque. C'est la concentration de l'ion éthanoïque, ça veut dire je parle de la base, sur la concentration de son conjugué qui est l'acide éthanoïque, pour la concentration de H3+. Par exemple, Ka de quoi? De NH4 plus NH3, l'ammoniac, ion ammonium, qui est quoi l'acide? C'est la concentration de sa base qui est NH3 l'ammoniac sur la concentration de ion ammonium NH4+, fois la concentration de H3O+. Voilà. Alors maintenant, K de AH-A-, c'est la concentration A-, sur la concentration fois la concentration. Pour avoir pKa, c'est quoi pKa? C'est moins log de Ka. C'est quoi pKa? Voilà. pKa égale moins log de Ka. Alors, pour arriver à pKa, il faut introduire ici moins log sur la fonction, ou bien c'est pas la fonction, la constante Ka, c'est une constante qui dépend simplement de la température. Alors, même chose que pH égale moins log de concentration de H3O+, est toujours exprimé en mol par litre. Alors, je vais introduire ici la fonction logarithme, donc log de Ka de AH A-, à quoi égale? Log de quoi? De A- sur AH fois la concentration de H3O+. Tout. On a déjà log de A fois B, à quoi égale? Log de A plus log de B. C'est comme la fonction ln. Donc, log de Ka de AH A-, à quoi égale? Log de A- sur AH, plus, on a ici le plus, car la multiplication se transforme en addition, plus log concentration de H3O+. Alors, pour avoir pKa, je dois ici introduire le moins, ou bien je peux déplacer directement le logarithme au premier membre et l'autre au deuxième membre. Alors, moins log de H3O+. Je fais quoi? Je déplace log de H3O+ au premier membre. À quoi égale? Je déplace le premier, ce log de Ka au deuxième membre. Ça sera moins log de Ka de AH A-. Plus, je vais laisser log de concentration de A- sur la concentration de AH. À quoi également log de H3+, c'est le pH. À quoi également log de Ka, c'est pK. Donc pH, enfin pH, donc par suite. pH égale pKa plus log de A- sur H. Et enfin, on a une relation entre pH, pKa et les deux concentrations, la fraction A- sur AH. 5.2. Pour un volume VB versé de SB tel que VB compris entre 0 et VBE, montré en cédant du tableau d'avancement de la réaction de dosage que A- sur
la concentration de AH sur la concentration de A- égale VBE sur VB moins 1. Alors, dans ce cas, question, c'est la question 5 tours. Donc, en s'aidant, voilà, de la réaction qu'on a déjà. On a la réaction, c'est quoi? On a AH plus H au moins, et nous donne, c'est la réaction du dosage qui nous donne A- plus H2O liquide. AQ, AQ, et enfin AQ. Donc, je dresse maintenant le tableau d'avancement comme ça. Donc, ça c'est le temps et ça c'est X. Au temps 0, au temps final. Et enfin, je peux dresser T max, T max. Même si la réaction est totale, je peux écrire les trois ici. Parfois, on a T final inférieur à... On a des cas où on a T final X final différent de X max. Mais on prend toujours X final presque X max. Ça, c'est quoi la concentration de AH? Déjà, on a la concentration CA. Oui. Oui, ça, c'est la concentration CA. Donc, ça, CA, VA. Voilà, concentration fois le volume, ça veut dire la quantité de matière initiale. H au moins, on a CB simplement fois VB. On a simplement versé un volume VB. Et ce volume est inférieur à VBE, au volume d'équivalence. Ici, toujours 0 et H2O toujours en excès. Ça, c'est AVA moins X final. CB, VB moins X final. X final. CA, VA moins X max. CB, VB moins X max. X max. Voilà. Je ne peux pas écrire l'état d'équivalence car on n'a pas versé le volume VBE, le volume suffisant pour arriver à l'équivalence ou bien pour consommer entièrement les deux réactifs. J'ai VB inférieur, donc VB est strictement inférieur à VB. Voilà. Donc V inférieur à VBE, alors quel est le réactif limitant? Le réactif limitant est quoi? Est H au moins. Toujours, si le volume versé, est inférieur au volume d'équivalence VBE, alors le réactif limitant, c'est la solution en haut. Mais si le volume versé est supérieur au volume d'équivalence, ça veut dire supérieur à VBE, le réactif limitant, c'est la solution c'est le réactif en bas. Le réactif limitant ici, puisque VB est inférieur à VBE, je vois en haut, toujours le réactif limitant, quoi, est la solution dosante. Voilà, si VB supérieur à VBE, c'est la solution, le réactif limitant, c'est le réactif qui se trouve dans la solution dosée. Alors, VB inférieur à VBE, le réactif limitant est H au moins qui est toujours, je commence toujours par H au moins, le H au moins bien H3 plus l'élément en haut. Donc, le réactif limitant est H au moins. Voilà. Puisque H au moins, ça veut dire que CB, VB moins X final, à quoi égal 0, c'est le réactif limitant. Alors 100% que X final égale CB, VB. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer quoi? Je vais calculer la fraction. AH sur A-. AQ à l'équivalence ou bien final. Les deux sont les mêmes. À l'état final. Alors, à l'état final, ou bien à l'équivalence. À l'état final, toujours, à quoi égale la concentration de AH? À l'état final, je prends simplement, voilà, comme ça. Je parle maintenant, je vais étudier simplement cette case. En même temps, H au moins, c'est pas H au moins, c'est A moins. À l'état final, ça veut dire cette case. L'intersection de la colonne et de la ligne. Voilà. Alors, c'est quoi la concentration de AH? C'est cette case qui est la quantité de matière, toujours la concentration égale la quantité de matière sur le volume. Alors, c'est la quantité de matière qui est CA, VA moins X final, sur le volume. Le volume de la solution, c'est quoi? C'est la somme des deux volumes, sur VA plus VB, ou bien V total. Sur la concentration de A-, même chose, c'est la quantité de matière de cette case pour l'état final, c'est X final, sur VA
plus VB. Je peux simplifier par VA plus VB. Il se situe au même niveau. À quoi égale CA VA moins X final, le tout divisé par X final. Dans ce cas, premièrement, j'obtiens quoi? J'obtiens premièrement quoi? 1. Pourquoi? Car X final sur X final égale 1 avec le moins. Donc la concentration de AH sur A moins AQ final ou bien à l'équilibre. À quoi égale CAVA sur X final minus 1. Je fais la décomposition CAVA sur X final moins X final sur X final. Maintenant, il me reste CAVA sur X. Comment traduisons CAVA1 en VBE sur VA? De même, on a quoi? À l'équivalence, on a CAVA égale CB VBE. Toujours. Donc, CAVA quoi égale CB VBE. On a déjà cette relation. C'est la relation d'équivalence. C'est la relation d'équivalence qu'on a déjà fait avant, je ne sais pas où, mais j'ai déjà écrit, voilà, CAV égale CA, l'équivalence. Voilà. Mais et X final, déjà d'après le résultat précédent, c'est CB. Et donc, la concentration de AH sur la concentration de A-. Je vais remplacer CA par CB VBE sur X final qui est CB VB moins 1 à quoi égale VBE sur CB. Ah non, je vais simplifier par CB, pardon. Il me reste simplement VB minus 1. Question 5.3. Pour la question 5.3, on choisit VB égale 8,5 ml. Déduire de ce qui précède la valeur de pK de couple AH A-. Donc 8,5 dans la courbe correspond à pH égale 3,8. Alors pour VB égale 8,5 ml correspond à pH égale 3,8. On a déjà le pH égale pKa plus log de A- sur AH. Alors, dans ce cas, je vais calculer simplement pKa. Donc, pKa égale pH, oui, pH moins log, ça c'est pH, moins log de A- sur AH. Voilà. Qui est quoi? Le pH moins log de quoi? On a déjà l'expression de AH. A- sur H, c'est l'inverse. Je vais calculer ici l'inverse. Donc, plus log de AH sur A-. Donc, moins log, c'est moins log de A sur B égale log de B sur A, l'inverse. Donc, pKa égale pH plus log de quoi? Je vais remplacer maintenant AH sur A- par quoi? Par VBE. Ça nouvelle expression sur VB minus 1. Et enfin, je fais l'application numérique. pKa à quoi égale? À quoi égale le pH? C'est 3,8 plus log 25 fois 10 à la puissance moins 3 sur VB versé qui est quoi? 8,5 fois 10 à la puissance moins 3, ou bien je vais la garder avec son unité au millilitre, moins 1. Enfin, pKa égale 4,09. Question 5 4. Question 5 4. La dernière question. Chimie. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction de dosage. Déjà, on a pour le dosage, c'est voilà la réaction du dosage est ici. On a AH. Donc, à quoi égale K? Égale Ka de l'acide parmi les réactifs sur Ka de l'acide parmi de H. Je peux écrire simplement l'acide ou bien le couple AH à moi. De H2O. C'est quoi K?
égale Ka de l'acide parmi les réactifs. Qui est l'acide parmi les réactifs? Je vais commencer, on repart AH, car c'est ça c'est l'acide. Par contre, H au moins est la base. Sur Ka de quoi? De l'acide parmi les produits. Ça c'est une base, l'acide parmi les produits, H2O. À quoi égale? Égale Ka qu'on a déjà calculé sur Ka de H2O. Ka de H2O est 100%, c'est Ke. Si on a toujours Ka de H2O, H au moins 100% égal à Ke. On n'a pas Ka, on a pKa, c'est 10 à la puissance moins pKa, car Ka égale 10 à la puissance sur Ke. Ou bien K égale, Ke déjà 10 à la puissance moins 14, égale 10 à la puissance moins pKa sur 10 à la puissance moins pKe, ou bien moins 14, qui égale à quoi? 10 à la puissance 14 moins pKa. Application numérique, K égale 8,13 fois 10 à la puissance 9. Exercice numéro 2, propagation d'un signal à la surface de l'eau. On se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau. Un caillou jeté ou un poids haut dans une cuve contenant de l'eau de profondeur H provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. Figure ci-dessous. Choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. A. Une onde progressive périodique est caractérisée par sa célérité, mais non caractérisée par sa célérité, sa période, sa fréquence et sa, en même temps, longueur d'onde. Donc la proposition A est fausse. B. Un milieu dispersif, c'est la célérité de l'onde dépend de sa période T. Oui, au cours on a un milieu dispersif si sa célérité dépend de sa fréquence 100%, ça veut dire que sa célérité. Donc la proposition B est vraie. C. Lors de la diffraction dans un milieu, dans un même milieu, la célérité de l'onde est modifiée. Non, on a lorsqu'on a la diffraction dans un même milieu, on va garder ou bien conserver toutes les grandeurs. Ça veut dire que je parle de la longueur d'onde, de la période, de la fréquence et en même temps de la vitesse ou bien la célérité. D. Ça veut dire C est fausse. D. Les ondes mécaniques progressives peuvent se propager dans le vide. Non. Donc, la onde sonore est une onde mécanique qui ne se propage pas dans le vide. Alors, la seule proposition juste c'est B. Question 2. La figure suivante dans l'aspect de la surface de l'eau a deux distants T1 et T2. Le tableau suivant dans les valeurs des rayons du front d'onde à des instants donnés. Donc, pour le temps 0, T1 et T2, on a la différence entre T1 et T2, c'est 1,5 secondes. Le rayon à l'instant T1, c'est à quoi égale ce rayon? 14 centimes. Pour l'autre, c'est 56 centimes. Question 2A. Déterminer la valeur de la célérité V de l'onde. Je peux déterminer V d'après quoi? D1 sur D, c'est quoi? D, c'est la distance. D sur la delta T, c'est R1 sur delta T. Ça veut dire R1 sur le temps correspond, c'est T1. Mais on n'a pas la valeur de temps T1. C'est pour ça que je peux travailler avec la deuxième mesure, T2 et R2. C'est R2 sur T2, mais j'ai pas T2. C'est pour ça que je vais calculer, déterminer la distance entre les deux, T1 et T2, car j'ai quoi? Le temps écoulé entre R1 et R2, c'est la différence entre les deux. Alors, on a V, directement, je peux écrire V égale D sur delta T. À quoi égale la distance? C'est simplement la distance parcourue entre R1 et R2, les deux rayons R1 et R2. Je peux prendre ici R2 moins R1. Sur le temps écoulé entre les deux, c'est 100%, T2 moins T1. Ça, c'est la distance. D sur delta T. Donc, D à quoi égale R2 moins R1. Et delta T, la différence de temps, c'est T2 moins T1. Et j'ai déjà, on a T2 à quoi égale T1 plus 1,5 secondes. Alors, 100% que T2 moins T1 égale 1,5 secondes. Donc, en même temps, on a application numérique, on a déjà R2 et 1. Donc, V à quoi égale R2 qui est quoi? 56, moins R1 qui est 14, mais en centimètres, fois 10 à la puissance moins 2 pour l'exprimer en mètres sur T2 moins T1 qui est quoi? 1,5 en système international qui est la seconde. Après calcul, à quoi égale 0,28, donc 0,28. Et enfin, la vitesse à quoi égale 0,28 mètres par seconde.
secondes. La question suivante, tout. De 2. On déduire la valeur de l'instant T2. On va déterminer simplement l'instant T2. C'est tout simplement, on a V2 à quoi égal. À l'instant T2, il correspond à la distance R2 ou bien au rayon R2 sur T2. On a déjà le rayon. On a trouvé déjà la question précédente, la vitesse ou bien la célérité. On peut déterminer dans ce cas T2. Donc T2 à quoi égal R2 divisé par V2. Application numérique. T2 à quoi égal R2, c'est 56 fois 10 à la puissance moins 2. N'oublie pas l'unité en mètres sur V2 qui est 0,28. À quoi égal le tout égale 2. Et enfin, T2 égale 2 secondes. Question 3. On peut estimer la célérité V de l'onde qui se propage à la surface d'eau par la relation V égale la racine G fois H, avec G égale 9,8 mètres par seconde carré. Étant l'intensité de la pesanteur et H la profondeur de l'eau. 3.1. En utilisant les équations ou dimensions, vérifier l'homogénéité de cette relation. Déjà, on avait égale la racine de G fois H. Ça y est. Alors, dans ce cas, l'unité de V est l'unité de G, de la racine de G fois H. Ça veut dire que l'unité de V, ici on a simplement implique, l'unité de V égale la racine de l'unité de G fois l'unité de H. Voilà. Premièrement, à quoi égale l'unité de V? C'est le mètre par seconde. Alors, la longueur divisée par le temps, L sur T. L'unité de G, c'est le newton par kilogramme. En même temps, c'est une accélération. G, c'est une accélération d'après la mécanique. Donc, elle est exprimée en mètres par seconde carré. Donc, L par T au carré, mètre par, vous pouvez écrire mètre par seconde carré en même temps. En même temps, H, toujours en mètres, c'est une longueur. Alors, dans ce cas, l'unité de G fois l'unité de H égale L sur T au carré fois L, qui est en même temps quoi? L carré sur T au carré. Et enfin, l'unité de la vitesse, c'est la racine de L carré sur T au carré, qui est L sur T, ou bien L fois T moins 1. Et c'est vrai, l'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Alors, V est homogène à la racine de GH. 3.2. Calculer H. C'est simplement calculer H, ça veut dire, je vais calculer simplement une application numérique, c'est ça, simplement une application numérique. Déjà, on a V à quoi égale l'intégrale de G fois H, et on a déjà la vitesse. Alors 100%, on a V au carré à quoi égale G fois H, et enfin H à quoi égale V carré divided by G. Application numérique H à quoi égale 0,28 mètres par seconde au carré sur 9,8, car on a déjà G, l'intensité de pesanteur égale 9,8, qui est égal à 8 fois 10 à la puissance moins 3. Enfin, H à quoi égale 8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Exercice numéro 3. Désintégration de l'iridium 192. La curithérapie, العلاج بالأشعة المموضعة localisée sur les tumeurs على الأورام. La curithérapie est une technique qui consiste à traiter des tumeurs cancéreuses par insertion d'une source radioactive à proximité de ces tumeurs. L'un des éléments radioactifs utilisés pour cette technique est l'iridium 192-192-77 IR. La source radioactive émet des rayonnements qui traduisent les cellules tumorales qu'il traverse. Lors du traitement d'une tumeur, l'iridium 192 donne essentiellement par désintégration un noyau de platine 192-78
platine, PT, et une particule chargée avec émission d'un rayonnement gamma donné. Le demi-vie de l'iridium, c'est 92, T1,5, 74 jours, 6,10 à la puissance 6 secondes. Question 1. On a simplement quoi? La demi-vie de platine. Déterminer la composition du noyau de l'iridium. Donc on a déjà hier, ici, 192, 77. Alors 100% Z à quoi égal? 77 ou bien 77 protons. Ce sont les protons. Alors pour les nucléons, pour les nucléons, on a A à quoi égale 192 ou bien 192. Et pour les neutrons, on a 192 moins 77 qui est 115 neutrons. Question 2. Écrire l'équation de désintégration de l'iridium 192 en précisant le type de cette désintégration. Déjà, on a l'iridium se désintègre 192, 77. Il nous donne quoi? Le platine 192, 78 ou bien 98 plus Y, une particule. Et on a la particule par émission en même temps de rayonnement gamma. Alors le platine émet est déjà excité, c'est pour ça qu'on va éliminer son excitation. Alors le platine plus Y plus gamma, je peux écrire ici 00 ou bien rien. D'après la loi de Soddy, voilà, on a 192 à quoi égale 192 plus A, mais ça c'est rien. Donc 77 à quoi égale 78 ou bien 98 plus Z. Et enfin, donc, alors, A à quoi égale 192 moins 192 qui est en même temps 0. Et Z à quoi égale 67 moins 78 qui est égal à moins 1. Alors 100% on a l'iridium 192 77 qui nous donne le platine 192 78 plus moins 1 0 qui est quoi? Un électron plus gamma. Donc c'est une désintégration du type bêta moins. Donc c'est une désintégration du type bêta. Moi. Question 3. Question 3. On suppose que le corps humain ne contient pas initialement de l'iridium. À la date t égale 0, on implante à un patient un fil métallique contenant une source iridium 192. L'activité de cette source à cette date est A0 égale 1,08 fois 10 à la puissance moins 2 becquerel. On a simplement A0, l'activité initiale au temps t égale 0. 3, 1. Calculer N0, le nombre de noyaux d'iridium 192 se trouvant dans cette source à t égale 0. On va calculer simplement N0. On a simplement une relation entre A et N, l'activité et le nombre de noyaux. Donc A à quoi égale lambda N. Et puisqu'on a autant t égale 0, donc A0 égale lambda N0. Dans ce cas, je peux calculer directement N0 qui est égal à quoi? A0 sur lambda. La constante radioactive. Mais j'ai pas sa valeur, mais j'ai une relation bien en combinaison avec le temps de demi-vie, T1,5 à quoi égale A0 sur Ln2 sur T1,5 qui sera fois T1,5. Voilà, application numérique. Fais attention, A0 en becquerel, ça veut dire en 1 par seconde. Son unité 1 sur seconde, ça veut dire seconde moins 1. T1,5 doit s'exprimer en seconde pour simplifier par S. Pourquoi? Car le nombre de noyés est 100 unités. Alors, A0 à quoi égale 1? Donc, N0, application, égale A0 égale 1,08 fois 10 à la puissance moins 2 becquerel sur Ln2 fois T1,5 qui est en seconde 6,3936 fois 10 à la puissance 6. Et enfin, N0 à quoi égale 99 619,4 ou bien 9,96 fois 10 à la puissance 4. Tout simplement, je peux l'écrire comme ça.
Voilà. Ça, c'est le nombre de noyaux initial au temps t égale 0. Question 2, 3.2. Déterminer ND. C'est quoi ND? Le nombre de noyaux d'iridium 192 désintégrés au bout de 2 ans, delta t égale 630 jours. Commentez le résultat obtenu. Ça, c'est la question 3.2. Voilà, pour la question 3.2, on va déterminer ND, le nombre de noyaux désintégrés. On a déjà le nombre de noyaux restants, donc on a NT, toujours c'est le nombre de noyaux restants, à quoi égal plus le nombre de noyaux désintégrés, toujours égal le nombre de noyaux initial. Alors 100% que NT, le nombre de noyaux désintégrés, égale N0 moins le nombre de noyaux restants. Donc ND égale N0, on a déjà le nombre initial, moins NT c'est N0, l'expo moins lambda T, ça veut dire ND égale, je peux factoriser par N0, 1 minus l'expo moins lambda T. Application numérique, ND à quoi égal? N0, j'ai déjà la valeur de N0 qu'on a ici, c'est 99 619,4 facteur 1 minus l'expo de moi. Lambda c'est quoi? ln2 sur tn demi. Je peux exprimer tn demi simplement à quoi égale 74 jours. Pourquoi? Car ils ont donné le temps écoulé en jours en même temps, 730 fois 730 qui est t, ou bien delta t. Je peux écrire ici simplement delta t, car delta t en jours, c'est pour ça que je vais garder le temps de mes vies en jours 74 ou bien 74. Application numérique, alors n D à quoi égal 99 512,6. C'est presque le nombre initial, 99 000 ou bien 99 619,4. On a simplement ici 512. On a une petite différence. Commentez le résultat obtenu. Alors le nombre de noyaux désintégrés est presque le nombre de noyaux initiaux. Donc les noyaux sont entièrement désintégrés 100% puisque le nombre de noyaux désintégrés presque le nombre de noyaux initiaux. Donc alors les noyaux sont de platine, je parle de platine, sont entièrement désintégrés. Exercice numéro 4, électricité. Dans les circuits électriques, une bobine peut se comporter comme un conducteur ohmique ou différemment selon le type de courant électrique utilisé. Et les condensateurs peuvent stocker de l'énergie et la ressusciter en cas de besoin. On se propose dans cet exercice d'étudier la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Premièrement, 1. Décharge d'un condensateur dans un dipôle RL. Le circuit électrique de la figure 1 comporte un condensateur de capacité C égale 0,22 nanofarad. Nano, ça veut dire 10 à la puissance moins 9. Une bobine B d'inductance L et de résistance R. Un conducteur ohmique de résistance R ajustable. Un interrupteur K. Le condensateur est initialement chargé totalement par un générateur de tension idéale de force électromotrice E. On ajuste la résistance R à une valeur R égale R0. Alors si je parle de R0. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale 0. La courbe de la figure représente l'évolution temporaire de la tension UC au bord du condensateur. Donc on a R égale R0. La bobine d'inductance L et de résistance non négligeable R, et on a aussi UC déjà chargé. Question 1. Expliquer du point de vue énergétique l'amortissement, observer des oscillations dans le circuit. Donc on observe ici qu'on a un amortissement au cours de ces oscillations. Ici, on a un amortissement, ça veut dire que la valeur maximale ou bien l'amplitude diminue, n'est pas constante. Alors, dans ce cas, on peut dire que l'amortissement
l'amortissement, en noir, l'amortissement est dû à l'énergie dissipée par effet de joules dans, on a ici deux résistances dans les résistances. Question 1, 2. Donc, pour la question 1-2, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au vent du condensateur. Alors, on a ici le condensateur. On ferme l'interrupteur ou bien le commutateur. On a la résistance le conducteur ohmique de résistance R0, ajusté à R0. Et la bobine d'inductance L et de résistance interne, petit r. Le courant circule dans ce sens, comme ça. Ça, c'est par convention du récepteur. Alors, 100% le courant dans ce sens, comme ça. Alors, les tensions sont UR0, la tension UL, en même temps la tension UC. Voilà. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR0 plus UC égale 0. C'est quoi UL? Donc L dI sur dt plus petit ri. D'après la loi d'Ohm, pour UR0, donc R0i plus UC égale 0. Devons arriver à l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc voilà, par UC. En même temps, l'accolage, je vois l'accolade, I égale C d de UC par rapport au temps. Alors L, la dérivée de I par rapport à, je vais sortir le C, il me reste simplement dérivée seconde de EC sur dt au carré. Plus, je peux ici factoriser par I, alors j'ai petit r plus grand R 0 fois I. I c'est quoi? C'est C d de UC sur dt plus UC égale 0. Ça c'est l'équation différentielle vérifiée par UC 1, 3. Indiquez en justifiant dans quel des pôles est principalement emmagasinée l'énergie totale de l'oscillateur à l'instant T1 puis à l'instant T2. À T1, je vais commencer par l'instant T1. À l'instant T1, on a quoi ici? Ça c'est l'instant T1 et l'instant T2. À l'instant T1, donc on a UC au temps T1 à quoi égale 0 volts. Alors 100%, l'énergie emmagasinée dans le condensateur égale 1 demi C UC au carré au temps T1. Je parle aussi de temps T1 à quoi égale et nul en joules. Donc c'est 0 joules. Et on a déjà l'énergie totale dans le circuit ici, l'énergie emmagasinée dans le condensateur pour celle qui est emmagasinée dans la bobine. Voilà, je peux écrire EC plus EB ou bien EE plus EM car c'est une énergie électrique ici, énergie magnétique EM. Donc UB, puisque EC égale 0, alors E total à quoi égale EB. Puisque E total égale EB, alors elle est emmagasinée dans la bobine. Deuxièmement, A T2. Voilà, AT2. Donc, AT2, comment on a UC? UC. Oui, on a UC prend une valeur minimale. Alors, je peux parler de la valeur au temps T2 comme valeur absolue. À quoi égale? C'est à quoi égale? Égale 4, par calcul 4,4 volts. C'est une valeur minimale, une valeur minimale. Alors, à quoi égale I au temps T2 égale C d de UC sur dt au temps T2. Puisque UC est une valeur minimale, alors sa dérivée est nulle. La dérivée d'une valeur maximale ou bien minimale toujours est nulle.
Alors, donc, I égale 0 au temps T2, je parle de temps T2, égale 0 ampère. Ça veut dire que l'énergie emmagasinée dans la bobine égale 1 demi L I au carré au temps T2 égale 0 joule. Toujours on a E total égale EC plus EB au temps T2 au temps T2 au temps T2. L'énergie au bord de la bobine est nulle. Alors 100% que E total dans ce cas à quoi égale EC. Donc l'énergie elle est emmagasinée dans le condensateur. 4. Voilà. Calculer EJ égale la valeur absolue de delta E total, ET, énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants T égale 0 et T égale T2. Je vais calculer simplement EJ égale delta ET égale la valeur absolue de quoi? E au temps T2 moins l'énergie dans le circuit au temps T égale 0. Donc autant T égale T2, voilà, nous avons déjà calculé autant T2 égale EC. Donc à quoi égale la valeur absolue? Donc au total égale l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc l'énergie emmagasinée au condensateur au temps T2 moins l'énergie emmagasinée au temps T égale 0. Déjà, au temps T égale 0, comment l'énergie UC est maximale, alors 100% c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur au temps 0. Pourquoi? Car elle est maximale, c'est totalement l'énergie emmagasinée dans le condensateur sans bobine. À quoi égale la valeur absolue? C'est 1 demi C UC au temps T2 au carré moins 1 demi C UC au temps 0 au carré. La valeur absolue. Je peux factoriser par 1 demi et faire sortir en même temps 1 demi C. Il me reste UC au temps T2 au carré moins UC au temps 0 au carré. Application numérique égale 1 demi fois. Déjà, on a la capacité C 0,22 fois 10 à la puissance moins 9. Voilà la valeur absolue de quoi? UC au temps T2 à quoi égale moins 4,4 le taux au carré moins UC au temps T égale 0,2, 4, 6. Ça fait 6 au carré égale 1,83 fois 10 à la puissance moins 9 joules. Ça, c'est une énergie. Réponse tout. Voilà. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le circuit schématisé dans la figure T en utilisant le générateur de tension de force électromotrice E égale 6 volts, la bobine B et le condensateur ohmique de résistance R ajustable et l'interrupteur K, précédemment utilisé. On ajuste la valeur de la résistance R à une valeur R1 et on ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale 0. 2, 1. En appliquant la loi d'additivité des tensions, montrer que dI sur dt égale moins R1 plus R sur Li plus E sur L. Déjà d'après la loi d'additivité des tensions. Premièrement, d'après ce circuit, on a UL plus UR1. À quoi? Car on a ajusté R à la valeur R1. Oui, c'est ici. Moi, on a déjà ajusté R1. Voilà, R1. À quoi égale E, la force électromotrice du générateur. Alors, L d de I sur dt plus petit ri plus R1 fois I. À quoi égale E. Ça veut dire L d de I sur dt plus R1 plus petit r I égale E. Et enfin, L d de I sur dt à quoi égale R1 moins R1 plus petit r fois I plus E
Et enfin, je peux dt sur dt à quoi? Divisé par L, R1 plus petit r sur L, le taux, fois I plus E sur L. Et enfin, on est arrivé à cette égalité. Tout. La courbe de la figure 4, voilà, représente la variation de dI sur dt en fonction de l'intensité I. Incident du graphe de la figure 4, 2, 1, vérifie que la valeur de L est L égale 2 millihenry. Alors, premièrement, on a dI sur dt en fonction de I, c'est une droite affine, ne passe pas par l'origine. Même chose, on a dI sur dt égale une valeur constante fois I plus E sur L. Je peux représenter en mathématiques dI sur dt par l'axe des Y, comme ça, et I comme l'axe des abscisses X. Alors, on a Y égale AX plus B, avec A le coefficient de I ou bien de X constante, moins R1 fois R sur L, c'est une valeur constante. En même temps, on a E sur L est une valeur constante. Donc, E sur L représente l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire autant I pour I égale 0, ou bien l'intersection avec l'axe des ordonnées, ça c'est B, qui est quoi en même temps? E sur L. Donc, c'est B, l'ordonnée à l'origine, qui est E sur L. Et cette valeur A, le coefficient directeur ou bien la pente, qui est moins R1 plus R sur L, représente le coefficient directeur de cette droite. Premièrement, on va déterminer L. Elle se trouve quoi en B? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on a graphiquement E sur L représente l'ordonnée à l'origine, c'est ici égal 3. Mais n'oublie pas 10 à la puissance 3 ampères par seconde. 10 à la puissance. En système international, c'est vrai. Alors, dans ce cas, je peux calculer L. Alors, L à quoi égale E divided by 3 fois 10 à la puissance 3. Déjà, on a application numérique. E égale 6 sur 3 fois 10 à la puissance 3. 6 sur 3, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 Henry. Et enfin, L, ça oui, 2 fois 10 à la puissance moins 3 Henry, qui est 2 millihenry. La dernière question, de déterminer la valeur de la constante de taux du circuit. On va déterminer taux d'après le coefficient directeur. On a déjà dit que moins R1 plus R, c'est le coefficient le coefficient directeur de cette droite. Taux à quoi égale L sur la somme des R, c'est 1 plus petit r. Alors moins R1 plus R sur L, qui est le coefficient directeur, égale moins 1 sur L sur R1 plus, ça c'est la division principale, à quoi égale moins 1 sur taux. Donc, ça c'est moins R1. Moins R1 plus R, le tout divisé par L, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, ça fait quoi? C'est 3 divisé par 6, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 3 moins 0. 3 moins 0, la valeur de 3 moins 0, le tout fois 10 à la puissance 3, ici n'oubliez pas 10 à la puissance 3, sur, je commence par 3, sur 0, donc le courant correspond à dt sub dt égale 3, c'est 0, et le courant correspond à 0, c'est 6, moins 6 en milliampères, ça veut dire fois 10 à la puissance moins 3. Ça fait moins 3 sixièmes moins 0. 5 fois 10 à la puissance 6. Voilà, 10 à la puissance 3 en haut, ça fait 10 à la puissance 6. Donc, moins 1 sur taux, à quoi égale moins R1 plus R sur R, qui égale à quoi? Moins 0,5 fois 10 à la puissance 6. Et enfin, taux, je peux éliminer ici le moins. Donc, taux égale 1 sur 0,5 fois 10 à la puissance 6. 0,5, ça fait 1 sur 0,5, c'est 2. Fois 10 à la puissance moins 6. Et enfin, taux égale 2 fois 10 à la puissance moins 6 secondes.
Exercice numéro 5, la mécanique. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Partie 1, chute verticale d'une bille dans un liquide. On étudie le mouvement dans un liquide L d'une bille S de centre d'inertie G homogène de masse MB et de volume VB et de masse volumique rond B. On étudie le mouvement de G dans un repère OK lié à un référentiel terrestre supposé galénien. On repère la position de G à chaque instant T par la courbe Z sur l'axe vertical OK dirigé vers le bas. À l'instant de date T0 prise comme origine des dates T0 égale 0, on lâche la bille dans le liquide L sans vitesse initiale d'une position où la cote de G est nulle, Z égale figure 1. Au cours de la chute dans le liquide, la bille S est soumise en plus de son poids à la force de frottement fluide F égale moins mu fois V, le vecteur V, ou le vecteur V égale VZ suivant K, et mu le coefficient de frottement fluide. La poussée d'Archimède F égale rond L fois VB fois G, où G est l'intensité de la pesanteur et rond L la masse volumique de liquide L. Donnée, intensité de pesanteur G égale 10, la masse de B égale 5 grammes et rond B égale 5,726 fois 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Ici, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse Vz de G obéit à l'équation différentielle dvz sur dt plus 1 sur temps Vz égale G facteur de 1 plus rond L sur rond B avec tau le temps caractéristique du mouvement de S. Donc, avant ça, on va étudier quel est le système étudié, l'inventaire ou bien le bilan des forces appliquées sur le corps. Système étudié. Et la bille. Premièrement, l'inventaire ou bien bilan des forces. L'inventaire des forces, simplement. Des forces appliquées sur la bille, c'est quoi? C'est P, le poids. En même temps, on a F, là, la poussée d'Archimède. Et enfin, on a F, le vecteur force des frottements. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces exercées sur le corps égale MA. Donc, P plus la poussée d'Archimède donc c'est quoi P? MB fois G suivant K. Et le suivant K, pourquoi? Car déjà on a G vers le bas suivant K plus la poussée d'Archimède qui est égale à moins rond V. Moins rond, c'est quoi V? C'est VZ suivant K. Pardon, ça c'est la force de frottement, moins rond VZK, pardon. La poussée d'Archimède, moins rond L, fois VB, fois G, en même temps, G, suivant K. À quoi égale MA? C'est dvz sur dt, suivant K. Alors, dans ce cas, je peux éliminer le K. Donc, M dvz sur dt, je commence par M dvz sur dt, à quoi égale? Pour avoir cette expression, quelle expression? Plus 1 sur, voilà. Je peux ajouter ici Vz, qui est Vz moins rond, donc plus rond Vz, ça veut dire que je déplace moins rond Vz fois K au deuxième membre, ça c'est le plus. Il me reste simplement ici MB fois G moins rond L fois VB fois G. Alors, ça c'est MB. Voilà.
Alors, d de vz sur dt plus mu sur mb fois vz, bien vz comme ça, à quoi égal, je divise ici par mb, je factorise en même temps par g, il me reste mb sur mb, c'est 1, moins rang L fois vb sur mb, équivaut que d de vz sur dt plus 1 sur taux vz égale g facteur de 1 moins rang L sur quoi? C'est la division principale, mb sur vb. Donc je descends vb en bas. Rang L sur mb sur mvb, c'est rang L fois vb sur ml. C'est quoi la masse de B sur le volume? Donc la masse d'un corps, de la bille, sur son volume, c'est rang B. C'est rang B, la masse volumique, qui est égale à G facteur de 1 moins rang L sur rang B. Et c'est vrai, ça c'est d de Vz sur dt plus 1 sur τ fois Vz égale τ égale mb sur mu. 2. L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel ADK a permis d'obtenir la courbe de la figure tour représente l'évolution temporaire de la vitesse Vz en fonction de temps de G. Dans la figure 2, T représente la tangente à la courbe au temps T égale 0. Par exploitation de la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de 1. Premièrement, la vitesse. Limite VL de mouvement VG. On va déterminer simplement VL. VL, c'est quoi? C'est la valeur maximale. En régime permanent, c'est la valeur en régime permanent qui est égale, quoi? Cette valeur de 4. Ça, c'est, non, 2, 4, 6, 7. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 0. 7 quoi? Mètres par seconde. Le temps caractéristique du mouvement de G. Temps caractéristique, c'est simplement l'intersection avec l'asymptote en régime permanent. Et on va faire après quoi? Ça, c'est l'asymptote en régime permanent avec l'asymptote, l'intersection. Et on va faire son projeté sur l'axe des temps. C'est 0,1, 0,1 quoi en seconde. 2, 3. L'accélération à 0 du mouvement à l'instant t égale 0. C'est tout simplement comme ça. Pour calculer l'accélération à 0, à quoi égale? Je vais prendre simplement 2 points de cette tangente. Puisque la tangente linéaire passe par l'origine, je vais prendre simplement un seul point. C'est mieux de prendre ce point, l'intersection avec l'asymptote en régime permanent, A, où on a son temps correspond à 0,1 qui est quoi? Taux. En même temps, sa vitesse correspondante, c'est quoi? VL. Donc, à quoi égale VL? Je prends simplement un seul point car la tangente est linéaire. Donc, VL sur taux. Application numérique. A0 à quoi égale? VL qui est quoi? À 0,7 sur taux qui est 0,1, ça fait 7 sur 1, c'est 7. Et enfin, A0 égale 7 mètres par seconde carré. Question 3. Déduire la valeur de mu et celle de rang L. Alors, premièrement, j'ai l'équation différentielle de la première question. On a d de Vz sur dt, d de Vz sur dt, à quoi égale? Moins 1 sur taux Vz, est toujours en fonction de temps. Plus g facteur de 1 moins rang L sur rang B. C'est quoi d de Vz? C'est l'accélération, suivant l'axe des z, en fonction de temps, à quoi égale moins 1 sur taux, ça c'est taux, c'est pas z, la vitesse suivant l'axe des côtes, t plus g, facteur de 1 moins rang L sur rang B. Alors, A0, ça c'est quoi? A initial, au temps t égale 0, égale moins 1 sur taux V0,
plus G facteur de 1 moins rang L sur rang B. En même temps, je peux déterminer taux. Taux, ça c'est quoi? Taux égale la masse de B sur mu pour déterminer l'expression ou bien la valeur de mu. Ici, à quoi égale V0? V0, autant T égale 0 égale 0 est nul. Alors, 100% que A0 égale G facteur de 1 moins rang L sur la masse volumique du corps B. Et mu, à quoi égale la masse du corps B sur temps. Donc A0 sur G directement, à quoi égale 1 moins rang L sur rang B, en même temps mu égale MB sur taux. Je peux déterminer simplement rang L. Rang L sur rang B égale 1 moins A0 sur G. Pourquoi? Je déplace mon rang L sur le premier membre. Par contre, A0 sur G, je le déplace au deuxième membre. Ça implique que rang L à quoi égale rang B facteur de 1 moins A0 pardon, sur G. Oui, application numérique. Donc rang L à quoi égale rang B qui égale directement 5,526 fois 10 à la puissance 3, ça c'est en kg par mètre cube, facteur de 1 moins A0, déjà on a A0 égale 7 mètres par seconde carré sur G qui est G 10 mètres par seconde carré, et qui égale en même temps 1,65 7, 8 fois 10 à la puissance 3 kg par mètre cube, simplement 1,65 ou bien 66, tout simplement, donc 66 fois 10 à la puissance 3. En même temps, mu à quoi égale la masse de B, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 3, pour l'exprimer en kilogrammes, c'est une masse en physique. Taux, déjà on a taux égale 0,1, c'est 10 à la puissance moins 1. Voilà, donc ça fait 5 fois 10 à la puissance moins 2. Et enfin, d'où la masse volumique, elle, à quoi égale 1,66 fois 10 à la puissance 3. On va garder la même unité, kilogramme par mètre cube, ou bien fois mètre à la puissance moins 3. Et mu à quoi égale 5 fois 10 à la puissance moins 2. Ça c'est quoi en kilogrammes par seconde? Kilogramme seconde moins 1. Merci. Et enfin, on va finir par le dernier exercice, ou bien la partie 2 du dernier exercice de mécanique. Partie 2, mouvement d'un système mécanique. On se propose d'étudier le mouvement d'un système mécanique et de déterminer quelques paramètres de ce mouvement. Ce système mécanique représenté sur la figure 3 est constitué d'une charge C de masse M, ça c'est la charge, voilà, d'une charge C de masse M et de centre d'inertie G successible de glisser son frottement sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport au plan horizontal, d'un cylindre C de rayon R et de moment d'inertie G par rapport à son axe de mouvement de rotation delta. Le cylindre est susceptible de tourner son frottement autour de l'axe delta sous l'effet d'un couple moteur du moment même constant, d'un câble inextensible de masse négligeable qui s'enroule sans glissement sur C et attaché à la charge C. Donné, intensité de pesanteur G égale 10, R égale 10 centimes, M égale 100 kg, alpha égale 45 et zeta égale 2 fois 10 à la puissance moins 2. On étudie le mouvement du système mécanique C. C'est dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère la position d'un point de cylindre à chaque instant t par son abscisse angulaire θ et la position de centre d'inertie G de C par son abscisse X suivant l'axe OI. 1. L'équation horaire du mouvement du point du cylindre C s'écrit θ égale 20 t au carré au θ et en radio et t en seconde. Alors θ en fonction de t est égale 20 fois 20 t au carré. 1, 1. 1, 1. Vérifiez que l'accélération du mouvement de G est AG à quoi égale 4 mètres par seconde carré.
Alors dans ce cas, nous avons simplement θ en fonction de temps. Je peux chercher l'accélération et démontrer que l'accélération A est constante, ou bien θ de point est constante. Dans ce cas, je peux déterminer l'accélération linéaire à A égale 4 et qui est déjà combinée avec θ de point. Mais j'ai déjà l'équation horaire. Je peux écrire directement θ en fonction de temps égale 20 t au carré. Et on a déjà θ en fonction de temps égale 1 demi θ de point fois t au carré. Ça veut dire que 1 demi θ de point à quoi égale 20. Ça c'est le coefficient de t au carré égale 20. Voilà. De même, on a l'accélération A à quoi égale r θ de point, car S égale r θ, V égale r θ point, et A, l'accélération égale r fois θ point, l'accélération angulaire. Alors, dans ce cas, on a 1 demi fois θ de point. C'est quoi θ de point? Je peux la remplacer par 1. Ça veut dire que θ de point égale A sur R. Donc, alors, 1 demi fois θ de point qui est quoi? A sur R, à quoi égale 20. Et enfin, A à quoi égale 2 fois R fois 20, ça fait 40 R. Application numérique, A à quoi égale 2 fois 20, c'est 40. 2 fois R à quoi égale R. Ça c'est R égale 10 centimes, ça fait 10 fois 10, c'est la puissance pour l'exprimer en mètres, fois 20. Ça fait, voilà, 10 moins 2, je vais éliminer 2 zéros, il me reste simplement 4. Alors A égale 4 mètres par seconde carré. Et c'est vrai. A est constante égale 4 mètres par seconde carré. 1, 2. Déterminer la distance D parcourue par G pendant les 2 premières secondes. Alors, nous avons déjà S égale R, car le rayon c'est R ici, c'est R. R θ. La vitesse linéaire à quoi égale R, la vitesse angulaire. Et en même temps, on a A égale R θ de point. Ça y est, A égale R θ de point. Dans ce cas, on a quoi? Je vais déterminer maintenant la distance à travers θ. θ en fonction de t toujours égale 20 t au carré. Alors, et on a en même temps S ou bien la distance D égale R θ en fonction de temps. Donc, la distance parcourue qui est linéaire ici, dans ce plan, est combinée avec θ, l'angle de ce cylindre, par R. Donc, la distance D égale R fois θ. Alors, dans ce cas, D en fonction de temps, à quoi égale R fois 20 t au carré, ou bien 20 r t au carré. Application numérique pour delta t à quoi égale 2 secondes. Pourquoi? On va déterminer la distance parcourue pendant les 2 premières secondes, ça veut dire pendant 2 secondes. Alors, D pour 2 secondes, à quoi égale R qui est quoi? Déjà 10 fois 10 moins 2 fois 20 fois 2 secondes au carré. Voilà, donc la distance à quoi égale 2 au carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 ou bien 80. 80, 180, je peux éliminer ici les 0, c'est 8. Donc c'est 8 mètres en système international. Ça c'est la distance D. Et il me reste tout. Question 2. En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation du système mécanique CC, montrer que M est le moment égale le moment de couple de moteur, c'est un moment positif, égale AG sur R facteur G θ plus M1 au carré plus MGR sinus alpha. Calculer la valeur de ce moment. Alors, je vais commencer par le corps C, premièrement. Donc, le système étudié, c'est quoi? C'est le corps C. Les forces appliquées, ou bien bilan des forces appliquées sur C sont quoi? Le poids P. On a, ça c'est le poids. P,
R, la réaction du plan sur le corps, R, réaction du plan sur C, le poids du C. Donc la réaction du plan C, pourquoi? Car les frottements sont négligeables, alors R est perpendiculaire par rapport au plan du mouvement. Et enfin, on a la tension du fil T. Donc T, tension du fil ou bien du câble. On a ici le câble, donc je vais écrire le câble. D'après la deuxième loi de Newton, alors dans ce cas, la somme des forces égale MA. Ça veut dire quoi? Le poids P plus R plus T à quoi égal MA. Dans ce cas, je vais faire un autre schéma comme ça. Donc, on a le poids P. Donc, je vais faire simplement la projection sur l'axe OX. Voilà. La projection sur Y n'a pas d'importance. C'est simplement pour déterminer A, car suivant Y est toujours 0. Ça, c'est Y par translation. Donc, si je fais la projection de P, de vecteur P, ça c'est quoi? Px, et en même temps, ça c'est Py. Alors, ça c'est Px, on a en même temps R, et on a en même temps la tension T. Alors, pour Px, on a alpha, ça c'est l'angle, un angle droit. Ici, ça bêta. Avec alpha et bêta, sont deux angles qui sont complémentaires. 100%, ça c'est l'angle alpha, car les deux angles représentent 90, avec un somme égale 90 degrés. Ça veut dire deux angles complémentaires. Donc, c'est alpha. Alors, dans ce cas, P de X et P, les deux grandeurs l'interceptent ou bien l'encadrent pas l'angle alpha. Alors, dans ce cas, je vais utiliser la fonction sinus. Donc, sinus alpha égale le côté opposé sur l'hyposinus. On a sinus alpha égale Px sur P. Sachant que Px a un sens différent, totalement contraire de X, alors je vais utiliser la valeur absolue car P de X est négative. Dans ce cas, à quoi égale moins Px sur P. Et enfin, Px à quoi égale P fois sinus alpha avec le moins, ça veut dire moins mg sinus alpha. Ça c'est Px. Voilà. Alors, je vais écrire ici, donc par projection sur l'axe OX, on a Px plus Rx plus Tx égale Ma suivant les x. Puisque le mouvement est linéaire, donc rectiligne, le mouvement est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne, bien la trajectoire est rectiligne. Alors 100%, on a P de X, c'est quoi? C'est moins mg sinus alpha, plus Rx plus 0, car R est perpendiculaire par rapport à X, Tx, et 100%, c'est plus T. À quoi égale Ma directement, car la trajectoire est rectiligne. Dans ce cas, je vais calculer directement T à quoi égale Ma plus mg sinus alpha. Voilà. Ça, c'est l'expression de T. Passons maintenant à étudier le cylindre. Donc, le système étudié, c'est quoi? C'est le cylindre. C'est donc les forces appliquées sur le cylindre, on a comme ça. Pour le cylindre, ça c'est l'axe de rotation delta. On a le poids P', différent de P. On a la réaction, ou bien l'action de l'axe de rotation delta sur le cylindre qui est R', différent de R. En même temps, on a T', différent de T par une simple chose que T' est T', le vecteur est totalement opposé au vecteur T. Voilà, mais les deux les deux intensités de T1 des deux tensions sont égales. En même temps, le couple de moteur, on suppose que le couple de moteur c'est F1, F2,
couple de force. Ça fait couple de force. Alors, on a P', poids du cylindre. R', la réaction de delta, l'axe de rotation, sur C, le cylindre. Et on a T', tension du câble, même chose. Et on a en même temps F1, F2, couple de force. Donc, en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Sur C, donc la somme de moments plus la somme des moments du couple, des couples comme ça, égale G delta θ de point. Vous pouvez simplement écrire la somme des moments de FI égale G delta θ de point sans écrire la deuxième. Alors, donc, les moments du couple par rapport à delta, on a P', R' et T'. Donc, le moment par rapport à delta de P', plus le moment par rapport à delta de R', plus le moment par rapport à delta de T', plus le moment de couple qui est symbolisé, couple de moteur qui est symbolisé par ce M, à quoi égale G delta θ de point. À quoi égale le moment de couple de P' égale 0, car l'axe de rotation, sa direction, la direction du vecteur P', la direction coupe l'axe de rotation. Même chose pour le moment par rapport à delta de R' égale 0. 0, 0, plus 0, plus le moment de T', donc il fait tourner le corps dans le sens contraire, donc c'est un moment résistif, moins T', plus le moment égale G delta θ de point. Donc moins T' fois R plus le moment à quoi égale G delta θ de point. Alors moins T' fois R à quoi égale G delta θ de point moins le moment. Et enfin T' à quoi égale G delta, c'est pas enfin, moins le moment sur moins R qui égale à quoi? Le moment moins G delta θ de point sur R. On a A égale R θ de point, équivaut que θ de point égale A divided by R, et enfin T' égale le moment moins G delta fois A sur R, le tout divisé par R. Ça c'est quoi? Le deuxième résultat. Voilà, ça c'est le deuxième résultat. En même temps, pour le câble, on a trois choses. Les forces appliquées sur le câble sont quoi? T'. On a T comme ça. Et on a en même temps le poids. Je le symbolise par P seconde. Mais P seconde est déjà, d'après le cours, d'après les données, est négligeable. Ça veut dire P seconde égale 0. On va éliminer P seconde. Donc le câble est inextensible et de masse négligeable. Ça veut dire de même T' plus T égale le vecteur nul. Ça veut dire que T' égale moins T. Et par intensité, T' égale T en ajoutant ici la norme. Ça, c'est le troisième résultat. Alors, on a le premier, le deuxième et le troisième résultat d'après 1, 2 et 3. On a T égale T'. Alors, je vais chercher quoi ici? Le moment. Oui, je vais chercher le moment. Je vais commencer par T'. Le moment moins G delta fois A sur R, le tout divisé par R, à quoi égale T, qui est quoi? MA plus MG sinus alpha. Et déjà, le moment est exprimé en A, AG, oui. Ça, c'est A, AG. Je peux ajouter ici G. Donc, le moment moins G delta fois A sur R, à quoi égale MR, AG plus MR,
G sinus alpha. Et enfin, le moment, à quoi égal? Ça, c'est le moment. Égal, je vais commencer ici, G delta, oui, c'est G delta fois A sur R, plus quoi? Plus MR AG plus MRG fois sinus alpha. Ici, je peux factoriser par AG sur R. Il me reste le premier terme G delta. Pour le deuxième terme, je peux, si je factorise par AG sur R, je dois multiplier par fois R sur RG. Donc fois R, c'est R carré. Sur AG, oui, c'est MR carré. Car AG sur R fois MR carré, c'est MR. Je vais simplifier par un seul R, MR AG, voilà. Plus MR G fois sinus alpha. Et c'est vrai, le moment égale, on a l'expression du moment. Application numérique 111,5 newton fois le mètre. Merci.